Un ancien soldat est revenu après 730 jours loin de chez lui, portant un bouquet de fleurs et l'excitation de revoir sa femme et sa fille. Mais quand il franchit le seuil, tout ce qu'il vit fut sa fille de 8 ans, lavant tranquillement la vaisselle dans une cuisine vide, les yeux cerclés de rouge. Le bruit de l'eau qui coule, constant et ininterrompu, était comme une horloge sans aiguille. Les instincts qu'il avait sauvés de la mort plus d'une fois sonnèrent une alarme froide et perçante. Quelque chose de dangereux se cachait à l'intérieur de sa propre maison. Jamie Donovan était assis sur la banquette arrière de la voiture depuis l'aéroport, le dos droit par habitude après des années de service, bien que son esprit refusât de se calmer. À 45 ans, son visage était buriné et hâlé, ses yeux entraînés à voir loin à travers une lunette. Il était parti depuis 2 ans, et maintenant il était sur le point de revoir sa douce épouse, Stacy, qui aimait son mari et adorait leur enfant, et sa fille enjouée et adorable, Lorraine. La pensée tournait dans sa tête comme un refrain. La voiture tourna dans la rue familière. Son cœur s'accéléra. S'il y avait un hameçon capable de sortir un homme de la poussière et du vent des jours lointains, c'était celui-ci, le moment des retrouvailles. Il s'autorisa un sourire à cette pensée. La voiture freina devant la maison au bout de la rangée. Jamie marqua une pause pour prendre une profonde inspiration, tenant le bouquet qu'il venait d'acheter pour elle deux. Il monta les marches rapidement, la joie gonflant dans sa poitrine comme une vague montante. La porte était déverrouillée, la poignée tourna en douceur, avec un léger clic. Il poussa la porte plus loin. La maison le salua d'une lumière pâle et tamisée de la fin d'après-midi. Pas de pas précipités, pas de cris de joie essoufflés, personne ne se précipitant dans ses bras comme il l'avait imaginé. « Stacy !» appela-t-il, sa voix plus basse qu'il ne l'avait voulu. Aucune réponse, seulement le bruit de l'eau qui goutte, sporadiquement, régulièrement, comme une horloge sans aiguille. Jamie traversa le salon. Le tapis était légèrement de travers. La télécommande gisait abandonnée sur la table. Le bruit de l'eau devint plus clair. Il tourna dans la cuisine. Lorraine se tenait sur une chaise en bois, penchée vers l'évier. Son mince dos et ses petites épaules tremblaient légèrement à chaque mouvement. Ses petites mains étaient plongées dans l'eau savonneuse. Une pile soignée de vaisselle propre reposait sur le comptoir dans le coin. Une petite casserole laissait encore échapper une légère volute de vapeur. Des larmes coulaient du coin des yeux de Lorraine, se mêlant au filet d'eau du robinet. Elle ne remarqua personne derrière elle. Jamie déglutit difficilement. Le bouquet dans sa main pencha, quelques pétales tombant, s'accrochant à une poignée de placard. Il s'avança, forçant sa voix à paraître normale. « Lorraine ?» La jeune fille sursa, se tournant pour lui faire face. Ses grands yeux étaient rouges et gonflés, des traces de larmes encore sur ses joues. En voyant l'homme qui était parti si longtemps, elle ne courut pas dans ses bras. Elle resta sur la chaise, la tête légèrement baissée, comme si elle attendait un ordre. Ce n'est qu'alors que Jamie vit clairement que sa fille de 8 ans avait grandi un peu, ses poignets plus fins, ses cheveux attachés avec un vieil élastique. Ces petits détails suffirent à lui tordre quelque chose au fond de lui. 2 ans pouvaient changer tant de choses. Lorraine descendit de la chaise, sans le regarder dans les yeux. « Où est ta maman ?» demanda Jamie, regardant autour de lui comme si elle pouvait apparaître de n'importe quel coin. Lorraine pressa ses lèvres l'une contre l'autre. Maman est sortie. Sa voix n'était qu'un filet. Jamie hocha la tête, comme si c'était la réponse la plus ordinaire. Il sortit son téléphone et composa un numéro. 3 sonneries, 4, puis la messagerie vocale. Il raccrocha, tapa un court message, « Je suis à la maison ». Mais il n'y eut pas de réponse. Il essaya à nouveau, toujours rien. Un autre message, « Où es-tu ? Pourquoi Lorraine est-elle seule à la maison ? » Silence. Jamie regarda sa fille. Lorraine s'appuya contre le comptoir, les mains jointes, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes savonneuses. Elle ne pleurait plus, mais son visage était tendu, comme une corde trop tirée. Il voulait en demander plus, mais les questions restèrent coincées dans sa gorge. Il avait donné des ordres à beaucoup de monde auparavant, pourtant ici, devant sa fille de 8 ans, il ne savait pas quoi dire. Au lieu de cela, il demanda gentiment, « As-tu mangé ?» Lorraine hocha la tête. Elle désigna la petite casserole dans le coin. « J'ai fait des nouilles. » Il regarda dans la casserole, la vapeur avait disparu. La vieille cuillère en bois à côté était usée et rayée.
Chaque petit détail le piquait, comme une aiguille sous la peau. Pourquoi une enfant de 8 ans devrait-elle faire la vaisselle et préparer son propre dîner? Il prit une longue inspiration pour stabiliser sa voix. Sais-tu où ta maman est allée? Je ne sais pas, dit Lorraine, ses yeux fixés sur ses chaussures. Le téléphone dans sa main s'éclaira, puis s'éteignit à nouveau, vide. Il envoya un dernier message, rappelle-moi. Urgent. Dehors, par la fenêtre, le ciel s'assombrissait. Dans la cuisine, l'horloge murale battait régulièrement. Lorraine rangea la chaise, la poussant dans le coin. Le soin qu'elle prenait, s'assurant que les pieds ne raclent pas le sol, fit froncer les sourcils à Jamie sans qu'il s'en rende compte. Il se rappela soudain que la maison avait des caméras de sécurité installées dans le couloir avant son départ. La pensée s'alluma, puis s'éteignit aussi vite qu'un éclair. Non, se dit-il, pas encore. C'était son premier jour de retour. Il ne voulait pas transformer ses retrouvailles en une enquête. Mais même ainsi, un frisson lui parcourut l'échine. Les instincts d'un soldat sonnent rarement l'alarme pour rien. Le téléphone resta silencieux. Il se tourna à nouveau vers sa fille. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? Lorraine secoua la tête, puis hocha la tête, puis la secoua à nouveau. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit. La cuisine sembla soudain plus grande, tout s'éloigna jusqu'à ce que seul Jamie et son enfant se tiennent dans un silence épais. Il appuya ses mains sur la table, balayant à nouveau la pièce du regard, cherchant quelque chose de normal auquel s'accrocher. Il était chez lui, dans sa propre maison, alors pourquoi la maison ne l'accueillait-elle pas? La pensée s'insinua et se logea comme une écharde. Il réalisa que la déception n'était que la surface de quelque chose de plus profond. Quelque chose n'allait pas. Jamie se redressa, ses yeux balayant la maison une dernière fois. Son cœur ralentit, mais battait plus lourdement, comme s'il se préparait à un autre type de champ de bataille. Et il savait, à partir de ce moment, que la joie de rentrer à la maison s'était transformée en une seule question sans réponse. Il lui fallait la réponse, et il la trouverait ce soir-là. Jamie posa une assiette d'œufs au plat et du pain grillé devant Lorraine. Il ne voulait pas la presser, mais le silence entrerendait l'odeur de la nourriture fade. Il plaça un morceau sur son assiette, gardant sa voix douce. Avant de partir, ta maman ne t'a rien dit? Lorraine mâcha lentement, ses yeux fixés sur le bord de la table. Elle est allée avec une amie. Quelle amie? Demanda-t-il, mais sa seule réponse fut une rapide déglutition avant qu'elle ne prenne son verre et boive une longue gorgée. L'air devint épais. Chaque question qu'il posait était comme jeter un caillou dans un étang immobile, juste quelques rides avant qu'il ne redevienne calme. Jamie réalisa que s'il insistait davantage, elle se replierait seulement. Il posa sa fourchette, décidant de trouver des réponses ailleurs. Le lendemain matin, il frappa à la porte de tante Clara, la voisine qui vivait là depuis plus de 10 ans. Elle ouvrit, la surprise traversa son visage avant que son expression ne s'adoucît. « Tu es de retour, Jamie. Est-ce que la petite va bien? » demanda-t-il directement au sujet de Stacy. Tante Clara soupira, le tirant à l'intérieur. Sa voix baissa. Elle sort beaucoup ces derniers temps, surtout la nuit. Laisse la petite seule à la maison. Tu sais, je l'ai vue une fois monter dans une voiture noire avec un homme que je ne connaissais pas. Grand, coupe en brosse, il avait toujours l'air de froncer les sourcils. Tante Clara continua en disant que quelquefois, depuis son jardin, elle avait entendu un homme crier, sa voix dure. Si tu contraries ta mère, je t'enfermerai dans la pièce sombre. Ces mots firent serrer les poings à Jamie. Il quitta tante Clara et parla à 2 autres foyers. Tous deux confirmèrent avoir vu Paul avec Stacy plusieurs fois, et l'un avait même entendu Lorraine pleurer dans la maison quand Stacy n'était pas là. Les pièces commencèrent à s'assembler, formant une image qu'il ne voulait pas croire. Quand il rentra chez lui, Jamie ne lutta plus avec la question de savoir s'il devait vérifier les caméras de sécurité. Le silence de Stacy, ainsi que les histoires des voisins, avaient balayé son hésitation. Il ouvrit le placard, sortit le disque dur et le connecta à l'écran. La première image apparut, Stacy sortant par la porte à 22 heures, vêtue d'un long manteau, laissant Lorraine dans la maison. La caméra de la cuisine montrait la jeune fille assise seule devant un bol de nouilles, la vapeur à peine présente, mangeant à petites bouchées. Ensuite, l'homme entrant dans la cuisine, regardant Lorraine de haut, lui arrachant l'ours en peluche des mains, le jetant par terre, puis le piétinant.
Sa bouche bougeait, l'audio était faible, mais Jamie n'avait pas besoin d'entendre les mots pour comprendre la menace. Stacy se tenait près du comptoir, les bras croisés, ne disant rien. Un autre extrait, Stacy partant en plein jour avec l'homme, laissant Lorraine devant une télévision dont l'écran était éteint. Jamie resta figé. Chaque image était un coup de poing, atterrissant de plein fouet sur la confiance fragile à laquelle il s'était accroché tout ce temps. Il entendit un mouvement derrière lui. Se retournant, il vit Lorraine debout dans l'encadrement de la porte, regardant tranquillement l'écran. Pas d'explication, pas de questions, ses yeux en disaient assez. Ce qu'il venait de voir n'était que la surface. Jamie éteignit l'écran. La pièce devint silencieuse, mais les images continuaient de défiler dans son esprit, imparables. Et il savait qu'il avait atteint la limite entre le soupçon et la vérité. Une fois qu'il l'aurait franchie, il n'y aurait plus de retour en arrière. Il ne se précipita pas pour interroger Lorraine. 2 ans d'absence lui avaient appris la patience. Dans chaque situation, cette fois, la patience était la seule chose qu'il pouvait utiliser pour l'empêcher de se recroqueviller de peur. Jamie lui fit signe de s'approcher. Elle fit de petits pas, s'asseyant à côté de lui sur le canapé. Seuls quelques palmes les séparaient, pourtant Jamie sentait qu'il y avait un mince mur entre eux. Le toucher, et il s'effondrerait, pour ne jamais être reconstruit. Il commença lentement, « Veux-tu me raconter ce qui s'est passé pendant mon absence ?» Lorraine pressa ses lèvres l'une contre l'autre, silencieuse un long moment. Puis elle expira si doucement que ce fut presque un murmure. « Oncle Paul vient souvent ici. Maman dit que c'est un ami, mais, elle s'arrêta, déglutie. Jamie hocha légèrement la tête, sans l'interrompre. Il ne m'aime pas. Une fois, j'ai renversé de l'eau sur la table et il s'est fâché. Il a dit que si je contrariais maman, il m'enfermerait dans la pièce sombre. Maman a vu, mais elle n'a rien dit. Chaque mot était comme un lent couteau qui s'enfonçait. Jamie garda son visage calme, bien que ses mains se serrassent sur ses genoux. Lorraine continua, sa voix stable mais creuse. Certains jours, maman cuisinait pour oncle Paul et moi, je mangeais des nouilles. Elle me disait de manger dans la cuisine et de ne pas faire de bruit. Quand je demandais pourquoi nous ne mangions pas ensemble, elle disait qu'elle était fatiguée. Ses yeux dérivèrent, comme si elle regardait dans un espace vide. Je dors seul. Personne ne me raconte d'histoire avant de dormir. Personne ne me dit bonne nuit. Le week-end, maman sort. Je reste seul à la maison et je me fais à manger. Jamie prit une profonde inspiration, la gardant régulière. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser sa colère déborder maintenant. Lorraine avait besoin d'une épaule sur plutôt que d'une explosion. Une fois, poursuivit Lorraine, maman a dit qu'elle n'était pas heureuse à cause de moi. J'ai pensé que c'était parce que j'étais méchante, alors je ne t'ai rien dit, parce que je ne voulais pas te contrarier. Cette phrase lui serra la poitrine. Pendant 2 ans, il s'était inquiété que son absence laisse un vide, mais il n'avait jamais imaginé que cet espace serait rempli de mots capables de la blesser si profondément. Lorraine baissa la tête, sa voix si petite qu'il semblait craindre que l'air lui-même ne l'entende. Je pensais que tu ne reviendrais pas. Jamie se pencha en avant, s'agenouillant devant elle. Il posa légèrement une main sur son épaule, à peine plus qu'un toucher. Je suis là maintenant, et je serai toujours là. Lorraine leva les yeux, cherchant sur son visage une assurance finale. Il hocha la tête. Elle expira, comme si elle lâchait une partie du poids, et reposa légèrement sa tête contre sa poitrine. À ce moment-là, Jamie sut qu'il avait franchi la ligne du doute à la certitude. Il ne cherchait plus de réponses, il les avait, de la seule personne en qui il avait une confiance totale. Un bruit à la porte les fit sursauter tous les deux, le cliquetis métallique d'une clé dans la serrure, puis le grincement lent des gonds. Jamie se tourna, ses muscles se contractant par instinct, comme s'il était de retour sur le terrain. Lorraine recula, les yeux écarquillés. La porte s'ouvrit. La lumière du couloir se répandit. Une silhouette familière apparut, Stacy. Stacy se tenait au milieu du salon, comme si c'était juste une autre soirée ordinaire. Ses cheveux étaient un peu en désordre, son rouge à lèvres estompé, mais ses yeux portaient un calme délibéré. Elle jeta un coup d'œil à Lorraine, puis se tourna vers Jamie avec un sourire qu'il reconnut instantanément, le genre de sourire utilisé pour aplanir une situation sans offrir d'explication. « Quand es-tu rentré ?» demanda Stacy, comme s'il n'avait été qu'au travail toute la journée,
et non absent de chez lui depuis 2 ans. Jamie ne répondit pas tout de suite. Il l'étudia pendant quelques secondes, assez longtemps pour remarquer que ses vêtements n'étaient pas le genre de vêtements que l'on portait pour se prélasser à la maison, un manteau léger avec un parfum inconnu, des talons ou encore saupoudrés d'une trace de saleté de la rue. « Où étais-tu » demanda-t-il, sa voix lente et égale. Stacy expira, torsadant légèrement la lanière de son sac à main. « Je suis juste sorti rencontrer une amie. Je ne savais pas que tu rentrais aujourd'hui. » Jamie remarqua Lorraine reculer vers l'encadrement de la porte de la cuisine, ses yeux fixés sur le sol, évitant le contact. Il s'avança pour bloquer la vue de Stacy sur Lorraine, puis désigna la chaise. « Assieds-toi. Nous devons parler. » Lorsque Stacy s'assit, l'air dans la pièce s'alourdit, comme les instants précédant une tempête. Jamie ne tourna pas autour du pot. « Tu as laissé notre fille seule à la maison plus d'une fois, n'est-ce pas ?» Elle fronça les sourcils et répondit rapidement, « Pas exactement. J'ai demandé aux voisins de la surveiller. » « La surveiller ?» répéta Jamie, insistant sur chaque mot. « Elle s'est fait à manger seule, a dormi seule. C'est ce que tu appelles la surveiller ?» Stacy évita son regard, se penchant en arrière dans la chaise et croisant les bras. « Tu n'étais pas là pour tout voir. J'ai mes propres pressions. Paul m'a beaucoup aidé. » Le nom fit serrer la mâchoire à Jamie. Il remarqua que Stacy ne montrait pas une once d'embarras en mentionnant Paul, comme si la présence de l'homme dans leur maison était parfaitement naturelle. « T'as aidé en jetant le jouet de notre fille par terre, en la menaçant de l'enfermer dans une pièce sombre ?» répliqua-t-il. Cette fois, Stacy hésita un instant, mais se ressaisit rapidement. « Lorraine peut être un peu têtue parfois. J'ai besoin de quelqu'un de ferme. Si tu la gâtes, elle deviendra pourrie, tu sais ça. » Jamie sentit le mur s'élever entre eux. Il savait que s'il poussait l'argument maintenant, cela ne se transformerait qu'en une dispute inutile. Mais il ne pouvait pas non plus laisser tomber. Il se leva, se dirigea vers la chambre, puis se retourna. « Demain, nous aurons une sérieuse conversation au sujet de Paul aussi. » Stacy ouvrit la bouche pour objecter, mais Jamie avait déjà quitté la pièce. Cette nuit-là, il ne dormit pas, assis dans le salon. La lueur bleu pâle de l'écran de son ordinateur portable éclairait son visage. Il continuait de réviser les séquences de sécurité, cette fois plus attentivement. Des images de la porte d'entrée montraient Stacy et Paul partant ensemble, partageant des conversations discrètes sur le porche pendant que Lorraine était quelque part à l'intérieur. Un extrait attira particulièrement son attention, Paul remettant à Stacy une épaisse enveloppe. Stacy la regardant avant de la glisser rapidement dans son sac à main. Il sauvegardait tout sur un disque dur séparé. Vers minuit, la porte de la chambre s'ouvrit doucement. Lorraine sortit, serrant son ours en peluche usé. « Papa, je n'arrive pas à dormir. » Jamie tapota la place à côté de lui. « Viens ici, ma chérie. » Elle s'assit et s'appuya contre son épaule. Ils ne parlèrent pas, mais sa présence à ses côtés était un rappel clair, il n'avait plus le temps d'hésiter. Le lendemain matin, Stacy était partie avant que Jamie ne se réveille. Sur la table, il n'y avait qu'un mot écrit à la hâte, « Je sors un peu, ne t'inquiète pas. » Pas d'heure, pas de destination, pas d'explication. Jamie emmena Lorraine chez tante Clara et lui demanda de la surveiller. Tante Clara hocha la tête immédiatement, bien que ses yeux montrassent de l'inquiétude. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » ?»« Je vais en savoir plus. »« Si je dois le faire, je l'emmènerai avec moi, » dit Jamie, sa voix ferme. Il passa toute la matinée à visiter les magasins du quartier, posant des questions sur la voiture noire que les voisins avaient mentionnée. Finalement, dans une station-service à quelques pâtés de maison, un employé se souvint d'avoir vu Stacy et Paul s'arrêter là de nombreuses fois, généralement la nuit. La dernière fois, c'était juste hier. Quand il rentra, Jamie trouva Stacy dans la cuisine, déballant des sacs de courses, de nouveaux vêtements, des boîtes de cosmétiques, quelques articles chers. « D'où vient l'argent pour ça ?» demanda-t-il, ses yeux se posant sur un sac à main de créateur tout neuf. Stacy leva les yeux, un éclair de malaise traversa son visage, mais elle répondit, « J'ai économisé, et Paul a aidé aussi. » « Aidé ?» Sa voix devint froide. « En échange de quoi, Stacy ?» Elle resta silencieuse, mais la façon dont ses yeux glissèrent en disait plus que des mots. Jamie sortit de la cuisine et prit son téléphone.
Il appela un vieil ami du service, maintenant officier de police. Il n'expliqua pas tout, dit juste qu'il avait besoin d'informations sur un homme nommé Paul, d'environ 40 ans, vivant à proximité, conduisant peut-être une voiture noire. Son ami promit de le recontacter dans quelques jours. Quand il raccrocha, Jamie se tint à la fenêtre, regardant la rue étroite. Le ciel était devenu gris, un léger vent agitait les arbres. Ce sentiment familier du champ de bataille revint, non pas le bruit des tirs ou l'odeur de la fumée, mais la certitude qu'une confrontation majeure approchait. Et cette fois, la personne en face de lui ne serait pas un ennemi de l'autre côté d'une frontière, mais quelqu'un qui s'endormait autrefois dans ses bras chaque nuit. Dans le salon, Stacy était au téléphone. Sa voix était basse, mais Jamie capta clairement une phrase, « Ne t'inquiète pas, je ferai ce que tu as dit. » Jamie n'aura pas Lorraine. Le café sombre était situé au coin de la rue, ses lumières ambrées se déversant sur les tables en bois foncé, juste assez tamisées pour que les gens puissent dire des choses qu'ils ne voulaient pas qu'on retienne. Stacy était assise en face de Paul, ses doigts tournant une tasse de cappuccino devenue froide. Elle lui parla d'avoir été rejetée par Jamie, sa voix rauque, non pas à cause des larmes, mais de la piqûre de l'orgueil blessé. Paul écoutait, le menton légèrement relevé, son regard aiguisé et impitoyable. Ce regard était comme un couteau posé sur la table, pas besoin de le dégainer pour savoir à quel point il était tranchant. Après un silence assez long pour déstabiliser Stacy, Paul se pencha en avant. Chaque mot atterrissait comme un léger coup mesuré sur la table, calculé. S'il n'y a pas de retour en arrière possible, alors reprends-le d'une autre manière. Ces mots étaient droits comme une règle. Demande le divorce, bats-toi pour la garde de Lorraine, exige une pension alimentaire mensuelle. Les motifs, elle a subi un préjudice émotionnel d'un mari parti trop longtemps. L'enfant avait besoin d'elle. Un père absent pendant 2 ans était un handicap. Chaque phrase devait être transformée en quelque chose de parfait, de soigné, comme un rapport poli pour inspection. Stacy n'hocha pas la tête tout de suite. Elle prit une petite gorgée, l'amertume se répandant dans sa bouche, se rappelant le moment où Jamie lui avait repoussé la main, comme quelqu'un évitant le feu. La douleur se transforma rapidement en besoin de prouver quelque chose. Elle demanda doucement, « Si nous faisons ça, est-ce certain que nous gagnerons ?» La bouche de Paul se courba, non pas en un sourire, mais en un signe d'accord porté par quelqu'un habitué à gagner par calcul. Il exposa les étapes, demain, rencontre l'avocat, signe les déclarations. Cette semaine, dépose les papiers. Pendant ce temps, prépare une liste de témoins favorables, des personnes qui pourraient répéter l'histoire du mari négligent. Les détails devaient s'emboîter comme des engrenages, l'emploi du temps de Jamie, son temps d'absence, les jours où Stacy avait craqué, les factures des séances de thérapie. Et si nécessaire, obtenir une confirmation écrite. Quand la pile de papier serait assez épaisse, elle couvrirait chaque fissure. La voix de Paul était stable et froide, prenant de l'ampleur au fur et à mesure. Stacy se sentit tirer du bord de l'échec vers une route droite et claire. La piqûre du rejet de cet après-midi se transforma en résolution. Elle hocha la tête. Paul lui tendit son téléphone et prit rapidement un rendez-vous. Demain, 10 heures. Cet avocat est bon. Dis-lui juste exactement ce que tu devrais dire. Ils se séparèrent au bord du trottoir. Stacy serrant son sac à main, marchant plus vite que d'habitude. Dans sa tête, les mots que Paul venait de lui apprendre s'alignaient, épuisé, hanté, instable, abandonné par son mari, l'enfant a besoin de sa mère. Tous lissés jusqu'à pouvoir passer par le chat d'une aiguille. La réunion du lendemain eut lieu dans un bureau spacieux, des récompenses accrochées au mur. L'avocat était assis derrière son bureau, écoutant avec le calme de quelqu'un familier avec toutes sortes d'histoires brisées. Il posait de courtes questions, prenait des notes soignées et ajustait des parties du récit de Stacy pour les adapter au langage précis de la loi. « Nous avons besoin de preuves de l'impact émotionnel, dit-il. Nous pouvons travailler avec un spécialiste pour obtenir un rapport. Quant à la garde, l'avantage est la présence constante de la mère. Pour les finances, il suffit de décrire le niveau de vie actuel et les besoins de l'enfant. » Tout se déroula sans accroc. Stacy signa chaque page, son stylo glissant sans friction. Quand ils sortirent sur les marches du bâtiment, elle marqua une pause. Pour la première fois depuis la veille, Stacy sentit qu'elle avait le contrôle. Paul se tenait à ses côtés, les mains dans les poches, la tête inclinée vers elle. Bien.
Les papiers seront déposés dans quelques jours. Reste calme. Les jours suivants, tout se passa exactement comme Paul l'avait promis. Les déclarations furent imprimées, les pièces jointes agrafées, le rendez-vous avec le spécialiste organisé. Stacy fut entraînée à organiser ses mots, à oublier les détails gênants, à centrer le récit sur l'absence de son mari. Elle s'entraîna devant le miroir, sa voix juste assez tremblante, son regard juste assez fatigué. Chaque fois qu'elle terminait, Paul hocha la tête, l'avocat hocha la tête, leur approbation synchronisée était comme le rythme régulier d'un tambour menant une armée au combat. Les papiers furent déposés. Stacy reçut une confirmation par email. Elle la lut encore et encore, sentant une nouvelle confiance monter en elle. Peut-être qu'elle pourrait inverser la situation. Quelques jours plus tard, une épaisse enveloppe atterrit dans la boîte aux lettres devant la maison de Jamie. Le facteur venait de s'éloigner, le gond tremblait encore. Quand Jamie sortit, il prit l'enveloppe, en lissa le bord et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une convocation au tribunal, impression noire, ligne nette, une date d'audience pour le divorce, une requête pour la garde et une demande de pension alimentaire mensuelle. En bas se trouvait la date, le lieu et un nom imprimés en caractères précis, plaignante Stacy Moore. Debout sur le porche, les yeux de Jamie s'arrêtèrent sur le nom de la ligne de signature. Il plia le papier, le remit dans l'enveloppe et regarda par la fenêtre dans la cuisine où Lorraine était assise en train de colorier. Le premier coup de la bataille avait été tiré, et il savait que cette fois, il ne répondrait pas par du bruit. Il répondrait par la vérité. Jamie se tenait dans le salon, l'enveloppe de la convocation judiciaire encore chaude dans sa main. Il l'ouvrit à nouveau, ses yeux parcourant chaque ligne. L'accusation était clairement imprimée, le défendeur a négligé sa famille pendant une période prolongée, causant un préjudice émotionnel important à la plaignante. Pension alimentaire mensuelle demandée, $3 000 jusqu'à ce que la fille atteigne l'âge de 18 ans. C'était un coup porté non seulement à ses droits de garde, mais aussi à ses finances et à son orgueil. Stacy était allée plus loin qu'il n'aurait jamais cru possible. Jamie prit une profonde inspiration, forçant son cœur à ralentir. Ses années dans l'armée lui avaient appris, lorsque l'ennemi frappe, une contre-attaque précipitée est un suicide. Il prit son téléphone et appela Ben, un compagnon d'armes qui avait survécu avec lui à des terrains dangereux, et qui était maintenant officier de police locale. « C'est grave, dit Jamie sèchement. Rencontrons-nous dès que possible. Ben répondit, sa voix coupante comme un ordre. Ils se rencontrèrent dans un petit café près du commissariat de police. Jamie posa l'enveloppe sur la table pour que Ben la lise. Son ami resta silencieux un moment, puis leva les yeux. Ce n'est pas seulement un va-et-vient de paroles. Elle a un plan, mais si ce que tu m'as dit est vrai, elle a aussi une faille fatale. Ils établirent une stratégie, étape 1, les témoins, étape 2, les preuves physiques, étape 3, verrouiller toutes les données avant que l'autre partie n'essaie de les effacer. Cet après-midi-là même, Ben commença à contacter des témoins potentiels. D'abord tante Clara. Elle confirma avoir vu Lorraine seule à la maison la nuit à plusieurs reprises, et avait personnellement entendu Paul proférer des menaces envers la jeune fille. Ensuite, ce fut M. Tom, qui vivait de l'autre côté de la rue, qui déclara avoir vu Stacy quitter la maison avec un homme, la lumière de la cuisine restant allumée toute la nuit. Chaque déclaration fut enregistrée, horodatée et ajoutée au dossier. Ben savait qu'au tribunal, chaque information devait être sous un format clair et légal pour avoir de la valeur. Il ne s'arrêta pas là. Il visita 2 autres foyers, recueillant 2 déclarations supplémentaires. Tout était cohérent, Stacy laissait souvent l'enfant seul, Paul avait un comportement menaçant, et Lorraine vivait tranquillement, prenant soin d'elle-même. Pendant que Ben travaillait sur les témoins, Jamie se tourna vers ce qu'il savait être sa carte maîtresse, le système de sécurité domestique. Il retira le disque dur principal, créant 3 sauvegardes distinctes, une à conserver dans le coffre-fort, une à donner à Ben, et une à envoyer directement à son avocat. Les séquences étaient plus claires que n'importe quel témoignage, Stacy sortant par la porte à 22h, Lorraine mangeant des nouilles froides seule, Paul piétinant son ours en peluche, Paul pointant un doigt sur le visage de l'enfant en guise de menace ouverte. Chaque extrait avait une date et une heure, l'audio était suffisamment clair pour entendre chaque mot. En les regardant à nouveau, Jamie ne voyait pas seulement des images, il pouvait sentir la froideur de cette maison quand personne n'était là pour sa fille. C'était le genre de froideur qu'aucune loi ne pouvait masquer. 3 jours plus tard, Jamie et Ben apportèrent le dossier complet vidéo,
déclarations de témoins et copies de tous les enregistrements à l'avocat. Son bureau était petit mais ordonné, l'odeur de vieux bois se mêlant à celle du papier fraîchement imprimé. L'avocat ouvrit chaque dossier, les étiqueta et diffusa les séquences sur un grand écran. Il resta silencieux pendant près d'une heure. Lorsque le dernier extrait se termina, il éteignit l'écran et se tourna vers Jamie, les yeux s'illuminant comme ceux de quelqu'un qui aurait trouvé de l'eau dans le désert. « Nous avons une réelle chance de victoire absolue, dit-il sans hésitation. Non seulement de gagner, mais de demander un contact restreint entre Stacy et Lorraine. » Jamie hocha la tête. Il savait que cette bataille ne serait pas simple, mais il avait maintenant une arme, non pas une accusation, mais la vérité simple, tranchante, indéniable. Quand il sortit sur les marches du bureau de l'avocat, il marqua une pause un instant. Le ciel était devenu d'acier, des nuages bas annonçaient la pluie, mais en lui, la vraie tempête ne faisait que commencer. Et cette fois, il ne laisserait pas sa fille y rester seule. Le matin de l'audience, Stacy entra avec son avocat, Paul la suivant. Le visage de Stacy était calme au point d'être presque fier. Paul gardait ses mains dans ses poches, se tenant légèrement à droite, comme un observateur déjà familier avec le script. La greffière lut la liste des affaires. Le marteau frappa pour ouvrir la séance. L'avocat de Stacy se leva, ouvrit un épais dossier et se lança dans un rythme fluide. Jamie était un mari absent pendant de longues périodes, dont l'absence prolongée avait causé à Stacy une détresse psychologique importante. Dans ce contexte, l'éducation stricte était présentée comme une réaction naturelle. Il présenta Lorraine comme difficile, désobéissante, sujette à contrarier sa mère, ayant besoin de mesures fermes. Chaque phrase fut choisie avec soin pour transformer 2 ans d'absence en preuve, tandis que chaque fracture de la vie quotidienne était recouverte du vernis de l'effort d'une mère célibataire. Jamie resta immobile. Ses yeux restèrent fixés sur l'orateur, sans froncer les sourcils, sans taper du doigt. Son avocat se pencha vers lui et murmura, juste assez fort pour qu'il l'entende, « Laissez-les finir. Nous répliquerons à la fin. » Le rythme dans la salle d'audience ralentit, comme l'eau retenue derrière un barrage. La partie plaignante conclut avec les phrases habituelles, l'intérêt supérieur de l'enfant, la stabilité émotionnelle, les besoins de soutien raisonnables. Ils s'assirent. Stacy expira, les coins de sa bouche se courbant légèrement. Paul bougea les épaules, se penchant plus confortablement. Quand ce fut leur tour, l'avocat de Jamie se leva. Il ne parla pas longuement. Il demanda seulement à présenter dans un ordre différent, les témoins d'abord. Le juge hocha la tête. Une porte latérale s'ouvrit, et tante Clara entra. Elle marchait lentement, mais parla clairement des nuits où la lumière de la cuisine restait allumée, de la silhouette d'un enfant allant et venant seul, des fois où elle avait entendu la voix d'un homme crier dans la maison de Stacy. Pas un seul adjectif superflu, seulement des dates, des actions et ce que ses propres oreilles avaient entendu. Ensuite, ce fut M. Tom. Il confirma que de nombreux soirs, il avait vu Stacy partir, la voiture noire reculant et s'éloignant à toute vitesse, tandis que les fenêtres du rez-de-chaussée restaient allumées tard dans la nuit. Il dit qu'il ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur, mais cette lumière était comme un œil qui ne se fermait pas, regardant et ne voyant jamais personne l'éteindre. Une seule phrase suffit pour que la salle d'audience se représente le vide sans aucun commentaire. Le rythme dans la salle d'audience s'accéléra lorsque la greffière connecta l'équipement de lecture au grand écran. L'avocat de Jamie demanda la permission de présenter des extraits du système de sécurité domestique. Les séquences apparurent, pas de dramatisme, pas de montage, juste une cuisine, une table, de petits mouvements. Stacy marchant directement vers la porte sans se retourner. Un enfant assis avec un bol de nourriture, mangeant lentement, s'arrêtant parfois comme si elle écoutait quelque chose, mais aucune voix ne répondait. Dans un autre extrait, Paul apparut, ses mouvements rapides, lourds, des mots courts suffisamment clairs pour rendre leur intention indubitable, intimidation, menace. Stacy était dans le même cadre, ne faisant aucun mouvement pour intervenir. Personne dans la salle d'audience ne commenta. Lorsque le dernier extrait se termina, l'avocat de la partie plaignante se leva pour objecter sur le contexte. Il argua que les séquences ne reflètent pas l'image complète, qu'une seule tranche de temps ne peut pas définir les méthodes parentales. Le juge prit note de l'objection et ordonna la poursuite de la procédure. L'avocat de Jamie ne discuta pas longuement. « Nous avons un dernier témoin, dit-il. » La porte latérale s'ouvrit à nouveau. Emily, l'enseignante, entra,
portant un mince dossier. Elle ne raconta rien de sensationnel. Elle soumit des copies de plusieurs avis de réunion de parents envoyés sans réponse. Des notes indiquant que Lorraine apportait souvent des déjeuners très simples ou demandait à rester après les cours pour finir ses devoirs, parce que ce n'est pas pratique à la maison. Un dossier montrait un appel téléphonique tenté à la famille qui resta sans réponse. Ce n'étaient pas des accusations sévères, mais elles s'alignaient en séquences régulières, comme des empreintes de pas menant de la porte de la classe à une maison qui semblait vide. Personne n'interrompit. Stacy commença à faire tourner une mince bague à son doigt, un petit mouvement, mais constant. Paul inclina la tête vers elle, se penchant pour lui murmurer quelque chose rapidement à l'oreille. L'avocat de Stacy tenta de ramener la pièce à un rythme familier. Il répéta des phrases comme « la tension émotionnelle »,« l'épuisement d'une mère »,« un enfant difficile à gérer », comme s'il raboutait une section de mur juste mise à nu. L'avocat de Jamie demanda à clore la phase de preuve par une seule phrase. Dans toutes les plaidoiries, ce qui doit rester est l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce que votre honneur vient de voir et d'entendre est suffisant pour répondre à cette question. Stacy leva la main pour ajuster ses cheveux. Le léger sourire qu'elle avait affiché plus tôt avait disparu. Paul se pencha à nouveau, murmurant plus longtemps cette fois, ses yeux clignotant vers l'écran maintenant vide. Stacy hocha la tête du bout du menton, mais ses doigts continuaient de faire tourner la bague plus vite. Maintenant, l'atmosphère changea, passant de la détention de l'avantage à la tentative de s'y accrocher. La séance du matin se termina par le coup de marteau. Tout le monde se leva. Jamie ne regarda pas de l'autre côté de l'allée. Il ramassa ses papiers, ses mains stables. En face de lui, Stacy se tourna vers Paul, il était déjà proche, lui disant quelque chose si bas que seule elle pouvait entendre. Et à ce moment-là, au milieu du mouvement vers la porte, la première trace d'inquiétude apparut clairement sur le visage de Stacy, comme une nouvelle fissure traversant un mur fraîchement plâtré. L'air de la séance de l'après-midi était plus lourd que celui du matin. La lumière à travers les hautes fenêtres avait changé de couleur, projetant une mince ligne dorée sur les bancs. La greffière appela le prochain témoin, Lorraine Moore. Elle entra, les yeux écarquillés mais évitant le regard de sa mère. Dans ses bras, elle serrait un ours en peluche usé, son oreille gauche légèrement déchirée. Le juge se pencha en avant, sa voix grave mais douce. « Tu n'as qu'à dire la vérité et ce dont tu te souviens. » Au début, la voix de Lorraine sembla coincée dans sa gorge. Elle parlait par fragments brisés, certaines nuits, sa mère sortait sans dire où, la laissant manger des nouilles seule. Paul jeta son ours par terre et le piétina. Sa mère lui disait de se taire quand elle pleurait. De nombreuses fois, elle avait voulu dire à sa maman que son papa lui manquait, mais avait peur d'être grondée. La salle était absolument silencieuse. Aucune chaise ne racla, aucun papier ne froissa. Le juge demanda « Avec qui veux-tu vivre ?» Lorraine baissa la tête, serrant plus fort son ours. Puis, d'une voix très douce mais parfaitement claire, « Je veux vivre avec mon papa, parce qu'il ne me fait pas peur. » Un lourd silence tomba. L'avocat de Stacy bougea, commençant à se lever, mais le regard du juge le retint. L'avocat de Jamie demanda la permission d'ajouter de nouvelles preuves. Il plaça un épais dossier imprimé sur le bureau du juge, ainsi qu'une clé USB. C'était une copie de données provenant du téléphone de Paul, obtenue lors d'un contrôle administratif 2 mois plus tôt. Le téléphone avait été temporairement retenu en lien avec une altercation dans un bar, et par procédure, les données avaient été sauvegardées avant d'être restituées. À l'intérieur se trouvait une série de messages entre Paul et Stacy. Sur le grand écran, la conversation apparut, les dates clairement marquées. « Paul, si tu veux être sûr de gagner, tu dois dire qu'il t'a abandonné, toi et la gamine. Tu as craqué et la fille fait des siennes parce qu'elle n'a pas sa mère. Stacy, je dirais ça, mais si Jamie se bat? Paul, je m'en occupe. Ne scie pas. On aura l'argent de la pension, et c'est tout. Un autre échange. Paul, n'oublie pas de dire à l'avocat qu'il n'envoie pas d'argent régulièrement, et que tu as beaucoup dû compter sur moi. Stacy, compris. J'espère que le tribunal y croira. Le texte sur l'écran noir et blanc ne portait aucune expression, mais son poids priva Stacy de toute prise. Le juge déclara une suspension pour que le jury délibère. L'atmosphère s'alourdit, puis changea complètement lorsque la greffière revint pour annoncer, sur la base des témoignages et des preuves présentées,
la Cour recommanderait l'ouverture d'une enquête criminelle contre Paul pour menace envers un enfant et examinerait également le rôle de Stacy en tant que complice de négligence. Personne n'eut besoin d'explication. L'affaire civile que Stacy avait initiée venait de s'effondrer au grand jour, et maintenant une nouvelle porte s'était ouverte, celle qui menait Stacy et Paul à une enquête criminelle formelle. Paul se pencha brusquement vers Stacy, sa voix basse mais chaque mot acéré. « Je t'ai dit de ne pas laisser ça sortir, monsieur. Maintenant, tu m'entraînes avec toi. » Stacy se tourna, ses lèvres bougeant comme pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Elle resta juste assise là, son regard jetant des coups d'œil entre ses propres mains et la porte de la salle d'audience. Jamie resta assis, regardant sa fille sur le banc des témoins. Lauren le regarda en retour, et pour la première fois ce jour-là, elle sourit, petit, tremblant, mais suffisant pour que Jamie sache que la vérité avait commencé à se tenir avec eux. Cet après-midi-là, l'audience se termina par le coup de marteau net et concis. Le juge quitta le banc, et les gens commencèrent à se lever, ramassant leurs papiers. Personne ne s'attendait à ce que, juste au moment où la greffière fermait le registre, la porte latérale de la salle d'audience s'ouvre. 3 policiers en uniforme entrèrent, leurs casquettes tirées vers le bas. Celui de devant sortit un papier de sa poche de poitrine, sa voix ferme et portant dans le faible murmure de la pièce. « Nous avons un mandat d'arrêt d'urgence pour Paul Richardson pour des accusations d'abus psychologiques sur mineurs et de complicité de négligence envers un mineur. » La salle d'audience devint silencieuse. Paul tressaillit légèrement, son regard se déplaçant rapidement du papier au visage de l'officier. Il ne discuta pas, ne demanda pas pourquoi. Il sortit simplement ses mains de ses poches et les tendit. Le clic froid des menottes en acier se referma autour de ses poignets, le son net et définitif, comme un point à la fin d'une phrase. En passant devant Stacy, Paul la regarda, ses yeux si froids qu'ils ne laissèrent rien derrière eux, pas un mot. Lorsque Paul fut emmené, le juge revint sur le banc. Sa voix était basse et délibérée lorsqu'il lut la décision concernant Stacy. La plaignante Stacy Moore est dépouillée de tous les droits légaux de garde et de tutelle sur la mineure, Lauren Moore. Elle est interdite de demander un soutien financier aux défendeurs. Elle est tenue de suivre 6 mois de thérapie et sera soumise à une surveillance périodique par les services de protection de l'enfance. Stacy resta figée. Les mots tombaient un par un, comme des dalles de pierre s'empilant les unes sur les autres. À la dernière ligne, elle se pencha en avant, couvrant son visage de ses 2 mains. Le raclement des chaises et le froissement des papiers autour d'elle ne purent couvrir le lourd soupir qui lui échappa. Dans le couloir, Jamie se tenait à côté de sa fille. Lorsque la porte de la salle d'audience se referma derrière eux, il sentit qu'un lien invisible avait été coupé. Lauren lui serra la main très fort, sa petite paume se réchauffant contre la sienne. Il se pencha et murmura « C'est fini, ma chérie ». Elle hocha seulement la tête, mais le léger sourire sur ses lèvres suffisait à Jamie pour savoir que les semaines passées en valaient la peine. À l'intérieur, Stacy resta assise, comme incapable de saisir que la pièce était presque vide. Paul était parti. L'homme qu'elle pensait la soutenir avait quitté cette scène au bruit de bottes sur le sol et au cliquetis des menottes. Et elle sut qu'à partir de ce moment, il ne reviendrait jamais. Le père et la fille sortirent du tribunal. La lumière du soleil s'était adoucie, de minces nuages traversaient le ciel, révélant une rare éclaircie de bleu pour la saison. Ils marchèrent lentement, sans hâte. Chaque pas semblait plus léger. Derrière eux, Stacy s'attarda sur les marches, les yeux suivants. Il n'y eut pas d'appel, pas de dernière tentative pour se faufiler entre les 2 silhouettes qui s'éloignaient. Son regard était plein de regrets, mais il se perdit dans l'air sans espoir. Ce qui était perdu, elle le savait, aucun verdict ni aucune excuse tardive ne pourrait jamais ramener. Stacy resta là un bon moment, jusqu'à ce qu'un officier de justice vienne lui rappeler qu'elle devait partir. Elle se leva, descendit les marches de pierre, ses talons frappant des notes dures et sèches sur le sol. Chaque pas lui semblait lourd, non pas de fatigue, mais de ne pas savoir où aller ensuite. La rue devant elle semblait étrangement inconnue, bien qu'elle y ait vécu pendant des années. Une légère brise souleva des mèches de cheveux sur son visage. Stacy leva les yeux instinctivement, scannant la foule pour la silhouette de Paul parmi les passants. Mais il n'y avait que des visages inconnus, se dirigeant rapidement vers des destinations qui n'avaient rien à voir avec elle. De l'autre côté de la rue, Jamie et Lauren avaient déjà tourné le coin. Seul son dos et le balancement de ses cheveux étaient visibles. À chaque pas, la vue la coupait comme une lame propre et tranchante, ne laissant aucune place à l'espoir.
Stacy s'arrêta, s'appuyant contre le mur de briques, les bras serrés autour d'elle pour retenir la chaleur qu'elle pouvait. Mais le froid suintait de l'intérieur, pas du vent. Elle se détourna, se fondant dans le flot des étrangers, mais personne ne pouvait savoir qu'à chaque pas que Stacy faisait désormais, elle avait l'impression de marcher sur les fragments qu'elle avait elle-même créés. Dans les jours qui suivirent l'audience, la petite maison de Jamie sembla faire peau neuve. Les soirées ne résonnaient plus du bruit d'une porte qui se ferme négligemment ou de la lumière de la cuisine allumée tard dans la nuit. Lorraine dormait plus profondément, se retournant parfois pour serrer son oreiller sans chercher l'interrupteur de lumière comme elle le faisait avant. Jamie réalisa que lui aussi avait cessé de se réveiller au milieu de la nuit pour vérifier si sa fille faisait de mauvais rêves. Les repas devinrent quelque chose qu'ils attendaient tous deux avec impatience. Le cliquetis des couteaux et des planches à découper se mêlait à l'odeur de la nourriture venant de la cuisine. Jamie fouilla dans les recettes, certaines trop salées, d'autres un peu brûlées sur les bords. Mais à chaque fois, Lorraine lui donnait un sourire et un signe de tête. « C'est délicieux, papa, disait-elle, et il la croyait. Ce n'était pas seulement pour le faire se sentir mieux. Un samedi après-midi, alors que Jamie essuyait la table à manger, Lorraine arriva en courant, tenant une feuille de papier, une invitation à une réunion parents-professeurs. « Papa, a dit la maîtresse, c'est la première fois que je t'invite à venir, dit-elle avec un sourire, penchant légèrement la tête comme si elle attendait sa réaction. Jamie regarda le papier, puis elle. J'y serai, et même en avance. Le jour de la réunion, Lorraine fit le tour de la classe avec son père, lui présentant chaque coin de table, chaque tableau sur les murs qu'elle et ses camarades avaient dessiné. Mademoiselle Émilie, l'enseignante, se tenait à proximité, souriant doucement, posant parfois une main sur l'épaule de Lorraine comme pour affirmer que le changement était réel. Elle est plus extravertie maintenant, beaucoup plus confiante, a dit la maîtresse à Jamie en privé. C'est parce qu'elle se sent en sécurité et aimée. Les après-midi de printemps, le père et la fille allaient souvent au parc près de chez eux. Ils choisissaient un banc en pierre sous le chêne, mangeaient des glaces et racontaient des histoires. Une fois, Jamie demanda, « Te souviens-tu du jour où je suis rentrée ?» Lorraine resta silencieuse quelques secondes, puis hocha la tête. « Oui, mais je ne veux pas trop m'en souvenir, parce que maintenant, c'est mieux. » Cette réponse fit réaliser à Jamie que certaines mémoires n'ont pas besoin d'être effacées, elles ont juste besoin d'être remplacées par de meilleurs jours pour qu'elles puissent se déposer tranquillement dans le passé. Au début de l'été, Lorraine ramena à la maison un essai avec la meilleure note de sa classe. Le sujet était « Ma maison ». Elle y écrivait « Ma maison n'est pas grande, mais il y a quelqu'un qui m'attend toujours quand je reviens. Là, je peux allumer ou éteindre les lumières quand je veux. Je peux pleurer sans être grondée, rire sans qu'on me dise que je suis trop bruyante. Là, j'ai quelqu'un qui me fera un câlin quand je serai triste et qui m'écoutera raconter des histoires qui ne sont pas importantes du tout. Je l'appelle ma maison parce que là, je suis aimée. » Jamie le lut, ne dit rien, et lui tapota juste la tête. Mais cette nuit-là, après que Lorraine fut endormie, il sortit l'essai et le relut, puis l'enferma dans un tiroir. Pour le 9e anniversaire de Lorraine, Jamie organisa une petite fête, invitant quelques-uns de ses amis, tante Clara, M. Tom et mademoiselle Émilie. Sur la table, le vieil ours en peluche était toujours assis dans le coin à côté des nouveaux cadeaux. Quand vint le moment de couper le gâteau, Lorraine dit doucement, « J'aimerais que chaque année nous puissions avoir tout le monde comme ça. » Jamie répondit, « Tu n'as pas besoin de le souhaiter. Je ferai en sorte que cela arrive. » Tout le monde rit, et dans ce rire, personne ne mentionna le passé, mais tous savaient que c'était le passé qui leur avait appris à chérir le présent. De l'autre côté de la rue, cachée dans l'ombre d'un coin, une silhouette solitaire se tenait, Stacy. Ses bras étaient croisés, son manteau usé effiloché aux épaules, ses cheveux en désordre et attachés à la hâte. La lumière de la fenêtre se répandait, se reflétant sur son visage mince et ses yeux marqués de profondes ombres. À travers la vitre claire, elle vit Lorraine rire joyeusement avec ses amis, disant quelque chose qui fit éclater tout le monde de rire. À côté d'elle se trouvait Jamie, découpant soigneusement des parts de gâteau et les plaçant dans les mains de chaque enfant. La scène était belle, mais elle tordait comme une lame dans la poitrine de Stacy. Un instant, elle voulut s'avancer, ouvrir la porte, appeler le nom de sa fille. Mais ses pieds semblaient liés. Elle savait qu'elle n'en avait plus le droit. Tous les jours de négligence, les mots froids, les silences face aux larmes de son enfant, tout cela lui revint en même temps, lourd comme des pierres, l'écrasant. Depuis qu'elle avait perdu la garde de Lorraine,
la vie de Stacy avait entamé une descente aux enfers. Sans emploi stable et sans domicile permanent, elle allait de chambre de location à court terme en chambre, prenant les petits boulots qu'elle trouvait pour s'en sortir. La nuit, allongée dans ses pièces nues et temporaires, l'image de Lorraine assise seule dans une cuisine sombre lui revenait, si vivante qu'elle faisait parfois sursauter Stacy. Maintenant, debout dehors et regardant à l'intérieur, elle comprit enfin ce que signifiait perdre quelque chose qui ne pourrait jamais être restauré. Le regret n'était plus une pensée passagère, il la rongeait chaque jour, chaque heure. Stacy baissa légèrement la tête, recula de quelques pas et laissa son ombre se dissoudre dans la foule en mouvement. Elle ne savait pas quand elle trouverait le courage de les affronter, seulement que ce soir, en rentrant dans sa chambre vide, le sourire de Lorraine serait toujours là dans son esprit, comme une lumière lointaine qu'elle ne pourrait jamais atteindre. Un soir de fin d'automne, alors que des feuilles jaunes tapissaient le chemin menant à la porte, Jamie reçut une enveloppe sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur se trouvaient quelques pages de notes manuscrites. L'écriture penchait, familière, mais avec un léger tremblement. « Jamie, je sais que ce que j'ai fait était mal et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Je veux juste que tu saches que j'ai assisté à toutes mes séances de thérapie. Je n'attends pas de pardon, mais j'espère que Lorraine vivra une vie heureuse. Stacy. » Lorsque Jamie eut fini de lire, il plia la lettre et la plaça dans le tiroir du bas, s'assurant que Lorraine ne la verrait jamais. Il comprit que le pardon était une question de temps et aussi une question de cœur. La vie a continué. Lorraine grandissait un peu plus chaque jour, et Jamie apprit que l'amour ne consistait pas seulement à donner, il s'agissait de rester. Rester, que ce soit facile ou difficile, doux ou rude. Il en vint à voir que la valeur d'un foyer ne résidait pas dans ses murs ou son toit, mais dans le sentiment de sécurité qu'il procurait aux personnes qui s'y trouvaient. Et la plus profonde leçon qu'il apprit vint de Lorraine elle-même, qu'un enfant, lorsqu'il est placé dans un environnement d'amour, peut guérir de manière presque miraculeuse. La peur qui autrefois pesait si lourdement qu'elle lui coupait le souffle n'était plus qu'une légère ombre derrière la lumière. Un après-midi ordinaire, alors qu'ils arrosaient tous les deux les fleurs en pot sur le porche, Lorraine dit soudain, « Papa, je crois que nous avons notre propre printemps maintenant. » Jamie sourit. Il n'eut pas besoin de demander ce qu'elle voulait dire, car il savait que ce printemps resterait avec eux pendant très, très longtemps. L'histoire de Jamie et Lorraine n'est pas seulement celle d'une bataille pour la garde, c'est le parcours d'un père qui a traversé la douleur de la trahison pour devenir un bouclier inébranlable pour sa fille. Parfois, pour protéger un enfant, on n'a pas besoin d'armes ou de cris. Il suffit de quelqu'un de prêt à s'asseoir, à écouter jusqu'au bout, et à croire chaque mot tremblant. Personne n'est jamais préparé au moment où il réalise que son foyer est devenu un endroit où la peur est semée. Mais ce qui importe à ce moment-là n'est pas de savoir si nous avons le plan parfait, c'est si nous avons assez d'amour pour ne pas détourner le regard. Que pensez-vous du choix de Jérémie? Si c'était vous, auriez-vous le courage d'ouvrir la porte à la vérité, sachant que cela pourrait tout briser? Et si vous ou quelqu'un que vous connaissez souffrez en silence, veuillez vous souvenir de ceci, personne ne devrait avoir à vivre dans la peur dans sa propre maison. Je suis là, et je vous écoute.